Bonjour, alors nous sommes avec Alain Lecaire, qui est l'auteur d'un petit ouvrage à paraître aux éditions des Bons Caractères. Ça va paraître au mois de juin dans la collection Éclairage, et l'ouvrage s'intitule Une industrialisation à pas de tortue. C'est sur la France de 1789 à 1914. Donc première question, peut-être, voilà, pourquoi ce titre? Pourquoi à pas de tortue? D'abord parce que c'est la réalité. La France se développe évidemment au XIXe siècle, c'est l'époque de la révolution industrielle, mais en France, le rythme est beaucoup plus lent que dans d'autres pays. La référence classique, c'est la Grande-Bretagne, pour quand on parle de révolution industrielle, mais en France, on parlerait plutôt d'évolution que de révolution. Et puis, il faut dire, il y a un peu un petit jeu de mots pour les trotskistes que nous sommes, parce que c'est un écho au débat des années 20 avec Boukharine qui s'opposait avec la fraction stalinienne à Trotsky en prônant le socialisme à pas de tortue. Alors, en France, il y a, par exemple, par rapport à la Grande-Bretagne, il y a moins d'entrepreneurs, moins d'inventeurs. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux pays? Il n'y a pas moins d'inventeurs, il n'y a pas moins de curiosité scientifique en France. Par exemple, avant même la Révolution française, on voit le succès de l'encyclopédie qui montre bien qu'il y a cette curiosité scientifique, il y a des gens qui sont intéressés à se servir des outils techniques, des innovations, de choses comme ça. En fait, il n'y a pas vraiment de circonstances. Il peut y avoir des circonstances nationales, mais il n'y a pas tellement de caractère national. La bourgeoisie, dans le fond, est la même partout. En France, on va voir, elle est plus étriquée qu'ailleurs. Mais c'est une question non pas de caractère national, mais plutôt de circonstances qui font que le développement se fait de façon différente en France que dans d'autres pays. D'accord. Alors, par exemple, en Grande-Bretagne, on dit souvent que d'une part le charbon et d'autre part le coton jouaient un rôle important dans la transformation du pays, dans le développement de cette industrie moderne. Ça n'est pas le cas en France. Effectivement, la France n'a pas de charbon, enfin peu de charbon, disons. La Grande-Bretagne dispose de charbon en abondance depuis la fin du XVIIIe siècle. En France, quand on pense charbon, on pense Germinal, les mines de Germinal, bien sûr. Mais les mines de Germinal, le charbon du Nord, c'est plutôt la seconde moitié du XIXe siècle. Donc pendant tout le développement, toute sa période de développement, la France manque de charbon. Or, le charbon, c'est le combustible, c'est l'équivalent du pétrole aujourd'hui, c'est la ressource principale, c'est aussi la matière première pour la transformation de la sidérurgie. Et quant au coton que tu évoques, c'est pareil. La Grande-Bretagne dispose de coton en abondance parce qu'elle a conquis l'Inde, elle a soumis l'Inde, elle en a fait une colonie. Et donc elle exploite le coton de l'Inde. Après, elle continuera à exploiter le coton des USA sur la main-d'œuvre esclavagiste. En France, c'est pas la même chose. Et du coup, on voit que l'industrie textile qui se développe, c'est plutôt la laine, le lin, les textiles traditionnels. Par exemple, la révolte des canuts en France, c'est la soie, qui est plutôt une industrie de luxe, quand le coton est une industrie de grande consommation. Alors c'est vrai qu'on dit, Marx parle de développement industriel britannique en disant voilà que la traite des esclaves, toutes les violences de la colonisation, elles ont en quelque sorte permis une accumulation primitive qui a ensuite permet l'industrie de se développer sur le sol britannique. En France, est-ce que ce retard dans le développement de l'empire, ça a joué aussi dans ce retard industriel? Ça joue, et il y a d'autres structures qui jouent. Le fait notamment que la France n'ait pas de charbon fait que les industriels français Pas vont de charbon du tout s'adapter. en France, ça y est. Si, bien sûr qu'il y en a. Il y en a dans l'est du Massif central, il y en a en Normandie, il y en a déjà dans le Nord. Mais on n'a pas trouvé l'intégralité des veines de charbon du Nord. C'est comme ça, voilà. Donc on dispose de beaucoup moins de charbon que la Grande-Bretagne. Du coup, l'industriel français, les industriels français se sont adaptés. Et ils utilisent beaucoup plus l'industrie hydraulique que ne le fera la Grande-Bretagne, par exemple. L'industrie hydraulique, ça veut dire les rivières, les moulins, et donc ça veut dire des usines, petites usines à la campagne, dispersées, petites unités de production. Alors qu'en Grande-Bretagne, le fait qu'il y ait le charbon, la machine à vapeur va concentrer la main-d'œuvre, concentrer le capital dans de plus grandes unités de production. Alors comme le livre il fait le lien entre l'histoire économique et l'histoire sociale, donc en France, c'est plutôt le développement d'un prolétariat artisanal, si on peut dire, alors que en Grande-Bretagne, il y a une classe ouvrière d'industrie qui se constitue rapidement, c'est cela?
c'est vrai, parce que précisément en France, c'est un pays nombreux, peuplé, avec une main-d'œuvre à la campagne, dispersée, et que le développement capitaliste n'a pas réussi à arracher aux campagnes, contrairement à la Grande-Bretagne, où les paysans pauvres ont été chassés des campagnes. Marx, que tu citais, en parle dans le mouvement des enclosures, qui remonte à 2 siècles avant, qui s'est étalé sur 2 siècles, où les petits paysans anglais ont été chassés des campagnes, concentrés dans des bagnes industrielles, les workhouses, concentrés dans les villes, dans ces taudis que décrit Dickens ou que décrira Engels aussi. En France, il n'y a pas ça. Et donc, il y a cette main-d'œuvre nombreuse à la campagne. Et donc, la bourgeoisie française, les industriels français, profitent à la fois de cette main-d'œuvre dispersée, qui n'est pas très exigeante, parce que ce sont des revenus de complément, en quelque sorte, qu'elle peut exploiter à son aise, et aussi elle s'est adaptée, disons, à son manque de sources d'énergie, en construisant ces usines à la campagne, des petites unités de production. Les deux jouent. Alors en France, est-ce qu'il y a quand même des entrepreneurs importants, bon, comme il y en a eu dans un peu tous les pays de l'industrialisation au 19e? Oui, bien sûr qu'il y en a eu, bien Tu peux sûr. donner un exemples peut-être Bien sûr, et c'est cela précisément que les livres d'histoire économique mettent en avant. C'est Schneider, c'est les Forges du Creusot, c'est les inventeurs, c'est les ingénieurs, c'est Eiffel, la tour Eiffel, bien sûr, mais c'est aussi les ponts de Eiffel, c'est le développement du chemin de fer. Bien sûr qu'il y a eu des inventeurs en France, des ingénieurs, des grands industriels, mais sans doute moins que dans d'autres pays. Et c'est typique, par exemple, de voir qu'au début du 19e, les héros de la littérature, ceux que cite Balzac, sont plutôt des petits bourgeois très avares, très étriqués. Le père d'Eugénie Grandet, par exemple, qui fait sa fortune en achetant des biens nationaux à la Révolution, puis qui après place simplement en rente d'État. Et puis garde son or et demande à sa fille Eugénie tous les ans de lui montrer ses journées et qui accumule tranquillement son or. Là où les bourgeois anglais, parce que un marché s'ouvre à eux, parce qu'ils sont en position dominante, construiront plus volontiers des grandes usines. Mais les bourgeois, encore une fois, sont les mêmes partout. C'est pas un trait spécifiquement français. Je veux dire, Thomas Mann décrit dans les Buddenbrook les bourgeois allemands tout aussi étriqués, tout aussi petits dans l'Allemagne de la première moitié du 19e. C'est pas un trait spécifique, c'est plutôt des circonstances qui font que ça part dans un sens, ça part dans un autre. Enfin, disons que ça donne une vision moins glorieuse que celle que les livres d'histoire véhiculent traditionnellement, que on trouve souvent dans les musées, voire dans les statues sur les places publiques des grandes villes industrielles françaises, quoi. Ça, on peut le dire, ça c'est vrai. Parce que le bourgeois français, non seulement est plus rentier, l'exemple du père Grandet que je citais, mais tout au long du 19e, le petit bourgeois français est rentier, avaricieux, n'aime pas risquer son argent, les banques non plus n'aiment pas risquer leur argent. Et résultat, les placements français se font plutôt en rente d'État, se font dans les colonies, c'est-à-dire des profits faciles, plus que dans un capital risqué, industriel. Même les banques sont plus étroites d'ailleurs. Elles préfèrent placer, j'ai dit, en rente d'État, mais pas simplement d'État français. Elles préfèrent, à la fin du 19e, les placements qu'elles jugent sûrs dans les grands empires de l'Europe, c'est-à-dire l'Empire austro-hongrois, l'Empire turc, l'Empire russe. Elles prêtent à ces empires, des empires qui vont s'effondrer après la guerre de 14, et cet argent qui va disparaître, qui ne s'est pas investi en France et qui va disparaître. Alors, la révolution industrielle, elle se fait d'abord sur l'exploitation de la classe ouvrière. Est-ce que ton livre en parle et de quelle façon? Le monde ouvrier, la création du monde ouvrier, la classe ouvrière moderne. Bien entendu, bien entendu. Alors, le développement se fait différemment de la Grande-Bretagne ou même de l'Allemagne, où il y a eu un développement plus rapide, disons, qui a concentré cette classe ouvrière dans ces grandes unités de production. En France, c'est plutôt un prolétariat dispersé, de type artisanal. L'ouvrier reste longtemps de type artisanal en France. Même dans les grandes unités de production, puisqu'on citait Schneider, le Creusot, par exemple. Le Creusot, c'est grand, évidemment, c'est une grande usine, mais c'est moins grand que les usines de Krupp, par exemple, en Allemagne. Voilà. Et un chiffre que je cite par exemple dans le livre, c'est le fait que en France, on trouve sous le Second Empire, au milieu du 19e siècle, un patron pour 2 ouvriers. À la Belle Époque, un patron pour 4 ouvriers. Et l'industriel moyen a 20-25 ouvriers. Il y a peu de grandes usines en France. Alors pour terminer, peut-être une dernière question. Donc c'est un livre sur la révolution industrielle. La révolution industrielle, le terme de révolution, il est souvent utilisé un peu à toutes les sauces, la révolution Internet, la révolution ceci, la révolution ça, mais ce qu'on voit, c'est que la révolution industrielle, c'est quand même une transformation très importante de la société et de la façon dont les gens vivent. Hein.
Bien entendu, bien entendu. Et le livre en parle aussi. J'ai essayé de retracer l'évolution des niveaux de vie. C'est non seulement je décris les transformations techniques, parce que un livre sur la révolution industrielle, on parle bien entendu de la révolution du coton, de la révolution sidérurgique, de l'invention de la machine à vapeur, de comment on a inventé la locomotive, comment c'est mis au point. J'ai essayé de le rendre accessible, de faire simple. D'abord parce que je ne suis pas ingénieur moi-même, donc j'ai essayé de comprendre et de le rendre compréhensible. Mais c'est une transformation sociale, tu as parfaitement raison, à la fois des campagnes, comment les campagnes se sont modernisées, à quelle vitesse, comment les structures de production ont changé, et de la classe ouvrière, comment cette classe ouvrière s'est formée, l'évolution de son niveau de vie. Et c'est toujours un peu difficile de comparer les niveaux de vie par rapport à aujourd'hui, mais on peut essayer de donner des points de comparaison et de voir comment ce niveau de vie a évolué. Et je ne t'apprendrai rien en te disant qu'il a évolué aussi en fonction des luttes ouvrières et de la façon qu'a eu la classe ouvrière française de s'organiser et de conquérir de plus en plus de droits. Merci Alain, et donc voilà, c'était une présentation du petit ouvrage Une industrialisation à pas de tortue, la France 1789-1914, apparaît très prochainement aux éditions Les Bons Caractères. Merci.